Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer une bonne semaine. Surtout, si vous nous écoutez le lundi ou le mardi en allant au boulot. En allant au boulot, exactement. Cette semaine, boom anecdote. Ouais, semaine un peu calme pour nous. Enfin, Ouais. c'est calme en ce moment de toute façon. L'IMO surtout, c'est calme en fait. L'IMO est calme, nous on avance toujours dans nos histoires et on vous refait pas un point chaque semaine parce que des fois d'une semaine à l'autre il y a vraiment quasiment Rien qu'à aucune bouger, avancée. ouais. Et en plus, nous forcément on est sur un peu le repos de ce début d'année qu'on avait prévu de se prendre et on remonte en énergie, ça déjà c'est le principal. C'est vrai que le plan se déroule correctement. Exactement. J'avais promis du repos à Marie et est-ce que je tiens pas ma promesse? Si, franchement, Voilà, si. bon, au moins j'aurai l'enregistrement de cet épisode quand je te demanderai des choses et que tu me diras non mais je ne suis pas assez reposé, je te ressortirai cet extrait. Boom anecdote, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait, il s'est pas passé multitude de choses. On va parler rapidement de ce qui s'est passé pour nous cette semaine, mais ça va pas trop bouger. Ouais, c'est plus parce que ça vous fera peut-être sourire. C'est pour se rendre compte encore à quel point les gens des fois peuvent être d'une désorganisation. Bon, tu veux le raconter? Oui, j'allais dire un truc, du coup. Première boom anecdote, c'est que je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui veuille bien nous faire une devanture de magasin en bois toute simple. Vraiment. T'as pas trouvé que c'est insupportable? Je sais pas combien on a eu de refus pour ça. Et en fait, les devis, pour vous donner un contexte, du coup, c'est demandé par la fameuse mairie depuis 2 ans pour, en gros, avoir l'attestation de conformité de Ouais, nos qu'on a travaux. toujours pas d'ailleurs. Qu'on a toujours pas. Le mec de l'urbanisme ne sert à rien, vraiment. Lui, je suis désolée. Tu sais que ça m'arrive jamais d'avoir quelqu'un qui me revient pas. Genre, lui, vraiment, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je l'ai au téléphone, Bon, c'est normal. à chaque fois... Moi, je peux pas le piffrer non plus. Ah, donc, vraiment, tu sais, en plus, il demande plein de choses qui sont sans importance. Lui, l'impression de gérer un état de crise. on Et dirait tu- qu'on rénove la Tour Eiffel en fait. Mais des fois, exactement, genre, tu lui demandes une couleur, il me dit, attendez, je sors la palette. Enfin, en gros, toutes les rues, c'est des kebabs et des machins, tu vois. Genre, vraiment, Mais c'est... on aura vraiment la plus belle façade de la ville. Hein. Ah, On punaise. devrait demander, tu sais, un prix de la plus belle, du plus beau commerce Mais oui, parce que... du département, parce que franchement, avec tout ce qu'ils nous ont donné comme prérogative et comme demande sur ce Non, truc, mais- franchement, c'est Puis en incroyable. plus, ça m'agace parce que j'ai l'impression que c'est un mec qui a jamais fait de devis de sa vie. Oui. En fait, si vous voulez, pour être sûr qu'on ait l'attestation de conformité, il faut un aval écrit de leur part, donc suivi par ce chargé d'urbanisme là qui sort de je ne sais où. Et par exemple, je lui donne un devis pour les raccords qu'ils avaient demandé sur la façade. Et il m'a demandé plus de précision sur le devis. J'étais là, gros, l'artisan. c'est Il un m'a maçon, demandé, quoi. il m'a demandé quand même sur le devis de mettre chaque endroit où on va retoucher c'est pas le plâtre, c'est La L'en- chaux, l'enduit oui, sur le mur. l'enduit, etc. Il m'a dit, il faut bien que ce soit écrit enduit à la chaux, alors que nous, on va juste mettre un badigeon comme c'était prévu à la base. Enfin, j'étais là, vous avez jamais fait de devis de votre vie, visiblement, parce que les artisans, ils font pas ça. Ouais. Donc, je sais même pas quoi lui envoyer. Donc, de toute façon, il m'avait déjà donné un avis écrit, mais bon. Donc, il y a ça. Et surtout, je lui demande, du coup, parce que j'arrive pas à trouver quelqu'un qui fait les devantures bois, pour vous dire, les devis, ça va de 6 000 € à 16 000 €. Alors que Nous, vraiment, il y en on a est pour sur 4 du- mètres carrés de bois. Ouais, en fait, c'est 3 planches à mettre juste pour recouvrir, remettre à l'identique. Et lui, en plus, je lui demande, je lui dis, ouais, vous avez pas des entreprises qui font ça? Enfin, je sais pas. Pas de réponse. Pas de réponse. 3 fois. Non, mais c'est incroyable. Surtout que c'était lui qui nous avait dit, non, mais si vous manquez d'entreprise, nous on a l'habitude de travailler avec certains, etc. Mais non, Revenez mais il vers répond nous. même pas à ses mails, bon, bref.
Donc voilà, je n'ai pas de devanture bois. Je ne sais pas comment on va faire parce que je pense que j'ai dû faire une dizaine d'entreprises et On va revenir à la solution initiale, on va devoir faire de la maçonnerie, je pense, c'est ce qui coûtera moins cher que la devanture bois, parce que, en fait, on était parti du principe de la devanture bois, parce que même en parlant avec l'architecte des bâtiments de France, si vous voulez, en fait, il y a un moment donné, le mur est un peu abîmé, et il fallait faire quelque chose, retirer des anciennes grilles, etc. Et, on a déjà un maçon qui nous avait dit, les anciennes grilles, en fait, elles sont moulées directement dans le mur. Donc, en fait, il faut casser pas mal de trucs. La maçonnerie, des fois, c'est compliqué, parce que ça prend du temps, il faut des matériaux, c'est de la main d'œuvre, etc. Et on s'était dit, mais finalement, si on le recouvre par une devanture bois, est-ce que ça serait pas beaucoup plus simple et beaucoup moins cher? Et même l'architecte des bâtiments de France m'avait dit, si effectivement les devantures bois, c'est pas quelque chose de très onéreux. Et le problème, c'est qu'en fait, on a des devis de fou, parce que vraiment, en termes de matériaux, pour vous donner un ordre d'idée, je sais pas, il doit y avoir, c'est des planches de bois qui font, pour faire ce qu'on a besoin, il nous faut en fait des planches de bois qui sont juste bien coupées, mais qui doivent faire quoi, genre une dizaine de millimètres d'épaisseur, on doit être sur 13 millimètres d'épaisseur, quelque chose comme je ça. crois. Avec en surface, on doit avoir entre 4 et 6 mètres carrés de bois, donc vraiment pas énormément. Moi, j'estimais que même en bonne qualité, on devait être à peut-être 500 € de matériaux, et après c'était simplement la main d'œuvre de l'entreprise et les machines pour bien les couper et bien les poser. Donc bon, j'avais estimé, allez, pour moi, dans le monde où vraiment l'entreprise elle marchait très bien, on devait être à 3000 balles, et en fait on a des devis qui vont de 6000 à 16000, et je pense pas que c'est nous qui sommes complètement déconnectés par rapport à ce qu'on demande, parce que vraiment c'est pas grand chose. Je pense surtout qu'en fait on tombe que sur des boîtes qui soit ont trop de travail, soit en ont tellement pas assez, et ça j'ai un ami artisan qui me l'a confirmé, qu'en ce moment les boîtes qui ne travaillent pas, en fait dès qu'elles ont le moindre client, elles font un devis hyper onéreux pour Ouais, mais bon, se rentabiliser, sauf qu'en fait moi je suis pas là pour faire la marge d'une entreprise cette année, quoi. Moi je suis là pour faire quelque chose de correct à un prix normal, quoi. mais surtout si ça tombe, on s'en fout en fait après. Nous, on veut juste que. Oui, en fait, moi, en plus, c'est ce que j'ai dit à l'entreprise. Eux, ils sont là en train de me le vendre en mode, oui, mais ça va Ouais. tenir 30 ans, etc. J'ai dit, franchement, je m'en fous. Moi, je veux juste que ça tienne 6 mois, que j'ai mon attestation de conformité. Si dans un an, le bois, il est pourri, franchement, je m'en fous. Donc peut-être, si quelqu'un connaît dans le 30 aux alentours de Nîmes, connaît quelqu'un qui sait faire ça, n'hésitez pas à nous envoyer un message parce qu'on est un peu désespérés. Sait-on jamais. Ouais, en fait, il faut menuisier, charpentier, et nous, on a déjà usé plus qu'il ne fallait notre réseau là-dessus. Ouais, On a là, été jusqu'à là, chercher j'ai des boîtes qui étaient personne, des fois à 100 km, et malheureusement, ils veulent pas faire. Mon frère, il est compagnon, il a pas trouvé. Ouais, on a essayé aussi Google Maps, taper menuisier, charpentier, appeler toutes les boîtes, et malheureusement on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui veut nous le faire, qui sait le faire déjà, et qui veut le faire à un prix décent. Parce que je pense que la difficulté, c'est juste d'avoir les machines atelier qui font la découpe, mais bon, en soi, un menuisier devrait le faire, tu vois. C'est ça, nous au final on peut le faire en deux sens. Avoir par exemple de la main d'œuvre pour la pose, ça on a sur place. Là, ce qu'il nous faut, c'est simplement une boîte qui sait couper le bois selon les bonnes dimensions, et après qui nous limite qui nous livre les matériaux sur place, et nous on se démerdera pour le poser, quoi. C'est ça. C'était la première boom anecdote de la semaine. Un petit appel en même temps. Deuxième boom anecdote. Finesse, hier j'ai fait 1 heure de route. Enfin non, peut-être pas 1 heure, j'exagère. 40 minutes de route pour faire une contre-visite d'un local qu'on n'arrive pas à louer. Je pense que ce local, à mon avis, c'est juste qu'on n'est vraiment pas dans la période. Je pense qu'il y a quand même un effet loyer un peu haut par rapport à l'économie de la ville. Mais bon, sait-on jamais. Et en fait, t'avais eu un appel de dames où t'étais même pas sûre en fait qu'elles te rappelleraient vu qu'elles avaient pas l'air super emballées. Au final, elles ont demandé une contre-visite. Non, attends, ça a été pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ça m'arrive souvent quand même. Souvent, j'ai remarqué les gens quand ils visitent. Alors, je le fais pas sur les appartements, mais je le fais sur les locaux commerciaux, parce que ça aide toujours un petit peu à savoir. Peut-être que le loyer est trop cher, peut-être que l'emplacement est pas bon. Enfin, j'aime bien avoir le retour des personnes qui visitent, parce que ça reste des professionnels, même si il y a du tout venant, que c'est pas toujours hyper qualifié. Du coup, ça m'arrive souvent une semaine après de renvoyer un petit SMS si j'avais pas eu de nouvelles, et comme ça me permet d'avoir le retour de la personne. Des fois, elles vont me dire non, mais bon, finalement, c'est trop grand pour nous. Non, mais finalement, c'est trop petit. Non, mais finalement, c'est trop cher. Non, mais finalement, c'est pas exactement l'emplacement qu'on voulait. Et là, j'avais relancé du coup ces deux dames qui étaient venues visiter, et en fait, quand elles me sont revenues, elles m'ont fait vous faites bien de revenir vers nous. Le local nous intéresse, mais voilà, le loyer est un petit peu cher. Donc en fait, elles me font une contre-proposition sur le loyer, etc., avec une petite négociation. Moi, je me dis bon, franchement, j'étais déjà prêt de toute façon à le baisser, donc pourquoi pas. Je dis oui. Et en fait, du coup, on tombe d'accord qu'elles prennent le local. Elles commencent à m'envoyer les éléments pour constituer le bail, et simplement, elles me demandent une contre-visite, peut-être pour retourner voir sur place, prendre des mesures, enfin bon, bref. Et du coup, j'étais pas disponible pour faire la visite. C'est Marie qui l'a fait. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? En fait, du coup, j'étais à l'heure. Elle m'appelle pour me dire qu'elles sont là. Je suis là, très bien, je suis devant, je vous attends. Elle me dit, on sort de la voiture.
sais pas, 5 minutes, 10 minutes. Bon, bah, peut-être qu'elles étaient garées loin, tu vois? Je sais que des fois, c'est un peu relou de se garer dans cette rue-là. Et en fait, au bout d'un moment, elles me rappellent, elles me disent, «Bah, en fait, je crois qu'on n'est pas devant le bon local». Alors je leur dis: «Bah, vous voulez l'adresse?» et et elles me disent: «Non, non, je crois qu'en fait, on se trompe depuis le début de local». J'étais là: «Ah!» et en gros, elles étaient dans un autre local qui, Visiblement, elles avaient visité. qu'elles avaient visité et en fait, elles se sont juste trompées et j'étais là, bah, en fait, tu sais que je suis restée con, je savais même pas quoi leur dire. J'étais là, en fait, j'ai fait, 45 minutes de route. Elles m'ont dit: «Ah mais nous aussi!» parce qu'en fait, elles viennent d'une ville, plus ou moins grosse à côté aussi, mais qui a, je pense qu'il y a bien une demi-heure de route et tu sais, j'étais là, bah, je sais pas quoi vous dire, en fait. Enfin, j'allais pas leur dire qu'elles étaient, tu vois, qu'elles étaient, Bah ouais, nues, tu vois? t'aurais pu le dire parce que franchement, le Et pire, j'étais là, bah, vous c'est m'avez que fait déplacer ouais. pour rien, quoi. Enfin, des fois, faut souligner aussi quand les gens ils débordent un peu. Là, Ouais, franchement, parce que ils ont fait déplacer pour rien. Heureusement que j'avais pas retiré les annonces, etc. Parce que maintenant, du coup, j'ai l'habitude que des fois, même quand quelqu'un vous dit il le prend pas parce qu'à la dernière minute, il se passe une dinguerie. Et le plus incroyable là-dedans, et c'est là où on peut dire que vraiment, enfin, les gens des fois ils peuvent être vraiment cons, c'est que quand j'ai renvoyé du coup mon SMS mais pour oui. demander si le local les intéressait, j'ai bien évidemment remis l'adresse du local parce que moi aussi, des fois, j'enregistre pas tous les numéros de téléphone. Si la personne elle me revient par SMS, des fois, je sais plus de qui il s'agit. Moi, à l'inverse, je me souvenais que ces dames-là, elles visitaient plusieurs locaux. Je me suis dit, bon, ben voilà, quand je renvoie mon petit SMS pour savoir qu'est-ce qu'elles ont pensé de la visite, je remets l'adresse du local. Comme ça, au moins, elles peuvent pas se tromper, tu vois, elles Bah, peuvent pas confondre. J'aurais remis la bonne adresse exacte. Donc, vraiment, j'ai absolument pas compris qu'est-ce qu'elles ont fait et en fait on est un peu saoulé parce qu'on pense avoir loué ce local alors que ouais, parce finalement que non. c'est quasiment confirmé, en fait, non? Et puis surtout en plus toi ça coûte un déplacement pour rien quoi. Oui, bon, après, je suis allée chercher des loyers et j'ai vendu une table de kiné 30 balles. Donc, je suis pas venue pour rien non plus. Aussi, ça, c'est un conseil qu'on vous donne à chaque fois, mais vous déplacez pas juste pour un truc. Ouais. Parce qu'en fait, c'est souvent comme ça. Enfin, Oui, c'est ça. ça arrive souvent que ce soit comme Ouais, ça. Donc, au final, je n'y étais pas que pour ça, mais en fait, effectivement, elles m'ont plombé 1 heure, quoi. Parce que du coup, en attendant les autres rendez-vous, il s'est passé 1 heure, quoi. Ouais, mais ça arrive souvent et c'est pour ça que ça c'est vraiment un conseil qu'on donne souvent, c'est que quand vous calez des visites avec qui que ce soit, calez-en plusieurs en fait, parce que alors quand vous allez visiter avec un bien, avec un agent immobilier, c'est un peu différent. Ça nous est arrivé super rarement qu'on a un agent immobilier qui nous plante. Du coup, ça à la limite pour une visite vous pouvez y aller. Quand c'est vous qui êtes acquéreur, on va dire maintenant quand c'est vous qui faites des visites de location, des contre-visites, tout ce genre de trucs, prévoyez toujours plusieurs choses sur le créneau, plusieurs raisons de vous déplacer, parce que si au dernier moment ça s'annule et des fois c'est pas forcément intentionnel, des fois ça nous arrive même d'avoir un locataire qui a eu un accident de voiture ou qui a eu un problème de voiture quelconque, au moins comme ça vous n'êtes pas déplacé pour rien quoi. C'est ça. Voilà, deuxième bout anecdote aussi. Au final, il s'est passé des choses cette semaine. Punaise, ceux qui étaient sur Bybit, c'est ça? Ouais, en fait, Ah, ils doivent pleurer un petit coup là, je pense. ouais, alors ils ont dû, je pense qu'ils ont dû transpirer un bon coup. Je pense que c'est un peu l'actualité crypto de la semaine. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu le plus gros hack de l'histoire. Donc on avait déjà parlé des plus gros hacks qui étaient eu dans le monde de la crypto et Ouais, notamment eu MTGOX en 2014. Après bon, le marché était beaucoup plus petit, donc en proportion MTGOX c'était beaucoup plus grave que ce qui s'est passé sur Bybit. Mais on a quand même 1,4 milliard qui ont été volés à une des plus grosses plateformes. Aujourd'hui Bybit ça doit être quoi? Ça doit être quatrième, cinquième plus gros exchange, je pense, que quelque chose comme ça. Après bon, c'est un peu compliqué de savoir toujours quel est le plus gros, mais voilà, c'est un des plus gros actuellement. Et ils se sont fait voler la totalité des Ethereum de leurs clients. Comment est-ce que les hackers ils font ça en fait? Après, moi, ça me fascine. là, des dernières news, ça serait les hackers nord-coréens, donc bon, parmi les meilleurs dans le hacking au monde. Je pense qu'ils ont dû le truc classique, hein, ils ont dû arriver à avoir des mots de passe, ils ont dû casser des codes. Après, il y a forcément une faille de sécurité, et c'est toujours pareil, c'est que en théorie, aucun système n'est parfait, aucun système n'est infalsifiable, même si voilà, vous pouvez mettre les meilleures mesures de sécurité du monde. Si à un moment donné ils ont réussi à prendre le contrôle d'un ordinateur à l'intérieur de Bybit, potentiellement qu'ils ont eu accès à ce qu'ils voulaient pour arriver à voler tous les Ethereum. Et c'est quand même un montant qui est assez impressionnant parce que du coup les hackers ils sont devenus, je crois, 8e détenteur au monde en termes de quantité d'Ethereum, devant Buterin Vitalik, le fondateur d'Ethereum. Donc c'est vraiment quelque chose de assez important. Ça a eu un petit mouvement de panique sur les cryptos, les marchés ils ont vite perdu 5-6% en quelques heures, qui ont après été récupérés quand Bybit a assuré de sa solvabilité, et qu'en plus ça je trouve c'est un peu intéressant, et c'est aussi parce que le marché se rend compte que FTX avait quand même été une giga claque pour tout le monde. C'est que visiblement Bybit a réussi à se mettre d'accord avec les autres exchanges pour qu'ils leur prêtent
un peu de liquidité, notamment sur Ethereum, pour arriver à faire la liquidité de leurs clients et assurer les positions. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand vous détenez des Ethereum sur une plateforme? En fait, vous les détenez indirectement. C'est la plateforme qui les détient pour vous. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a souvent un risque quand vous avez tous vos fonds sur une seule plateforme, si celle-ci fait faillite. C'est que le problème, c'est que si la plateforme en fait perd les cryptos, ben, entre guillemets, elle perd vos cryptos, elle perd les cryptos des clients. Donc en l'occurrence, la Bybit aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont plus du tout d'Ethereum. Donc entre guillemets, pour pouvoir faire les contreparties des clients qui Ils vont ont pouvoir quoi, vendre du Bitcoin? non, là aujourd'hui, ils devaient utiliser leurs fonds propres, alors peut-être en Bitcoin, peut-être en cash, peu importe, pour déjà assurer les retraits parce qu'il y a eu Bah oui, une du grosse coup, vague de sorties. moi, je suis client, enfin, tu sais, je suis utilisateur. Ah, Je crois tu veux qu'aussi, récupérer. tu récupères tout, en fait. Et puis c'est surtout que tu peux te retrouver à liquider tes positions, donc c'est peut-être aussi pour ça que les marchés ont un petit peu baissé, c'est que tous les gens qui étaient sur Bybit ont commencé à vendre leurs cryptos pour pouvoir récupérer du cash. Ouais. Et le plus grave pour eux, c'est que probablement 1,4 milliard d'Ethereum, il y en avait peut-être les 2 tiers, on va dire, qui appartenaient à des clients indirectement et que donc ils doivent assurer la liquidité là-dessus si ces clients revendent et achètent de l'Ethereum. Et le problème, c'est que tu peux pas racheter du jour au lendemain 1,4 milliard d'Ethereum sur le marché. Ils vont devoir petit à petit en racheter au fur et à mesure des semaines pour se reconstituer un pool de liquidité. Mais au final, plus de peur que de mal. Bybit est toujours là, en tout cas pour l'instant. On verra où ça va. Mais je pense qu'en tout ça ira sans doute pas plus loin parce qu'heureusement, Bybit, c'est une plateforme qui gagne pas mal d'argent. Donc, ils arrivent à faire face là-dessus. Et on revient un peu sur ce que j'avais dit à l'époque quand j'avais fait un peu... je suis même pas payé par eux, mais j'avais fait un peu la pub de Kraken et j'avais dit que c'était un des plus vieux et un de ceux qui avait le plus de liquidité. Et on en revient, c'est comme pour les banques. Quand une grande banque commence à avoir des pertes, s'ils ont des liquidités, des réserves, en fait, ils peuvent plus facilement absorber le choc. Donc, c'est pas une garantie parfaite, mais entre guillemets, quand vous allez sur une plateforme qui a peu de liquidité, par exemple FTX, c'était parmi les moins chers à l'époque, et c'est surtout qu'en plus, le fondateur avait utilisé les réserves de FTX pour les remettre dans son fonds, faire des opérations qui avaient été pas très lucratives, forcément, c'était compliqué au moindre choc de pouvoir rembourser les clients. Donc là, pour l'instant, tout va bien là-dessus, et la bonne nouvelle pour les détenteurs d'Ethereum, c'est qu'ils vont devoir racheter probablement $1 milliard d'Ethereum pour reconstituer leurs réserves et pouvoir à nouveau faire la liquidité des clients sur cette crypto. Et pour tous ceux qui se demandaient un peu quel allait être peut-être le petit coup de fouet qui allait enfin faire monter le prix d'Ethereum, c'est peut-être celui-là finalement. Alors à l'inverse, si les hackers nord-coréens maintenant ils vendent 1,4 milliard d'Ethereum, on est vraiment dans la merde. Mais s'ils sont pas bêtes, et à mon avis ils le sont pas pour être arrivés à faire un coup comme ça, c'est pas dans leur intérêt de faire cracher le cours d'Ethereum parce que justement eux, en ayant volé 1,4 milliard aujourd'hui d'équivalent dollar en Ethereum, ils vont le vendre petit à petit sans que ça se voit trop dans le marché pour essayer justement de récupérer le maximum de cash, quoi. C'est fou. Bon, du coup, ça nous arrange pas au niveau du bull run parce que du coup, ça le ralentit, là. Non, en vrai, pour moi, ça n'a pas de... Ça n'a pas d'incidence? Non, honnêtement, pour moi, c'était juste une actualité de la semaine. C'est ni positif ni négatif pour le bull run. Ça aurait été très négatif si Bybit avait fait faillite. Ouais. C'est peut-être potentiellement plutôt positif en montrant qu'aujourd'hui, les exchanges, ils sont plus solides qu'ils l'étaient au précédent bull run, par exemple. Et l'autre point un peu positif, c'est qu'en fait, Bybit va devoir acheter beaucoup d'Ethereum, quoi. Donc, ça va faire une pression acheteuse sur le cours. Ok. Dernière actu? Ouais. Parce que je pense que ça va jouer un petit peu aussi sur les cours. Probablement, ça aussi c'est un peu une bonne news qu'on attend, mais si vous dormez pas dans une grotte, vous avez sans doute vu que la guerre en Ukraine devrait plus ou moins se résoudre dans les semaines, voire dans les mois qui viennent, avec ou sans la participation de l'Ukraine d'ailleurs, mais là Trump il avait résolu à se mettre d'accord avec Poutine. Déjà sur simplement l'aspect géopolitique, même si c'est pas trop l'objet du podcast, mais pour en dire 2 mots, c'est que déjà l'Europe sort humilié de cette affaire, vraiment humilié. C'est vrai que franchement on a la honte à chaque fois. Parce que je comprends jamais les positions qu'ils prennent. Enfin, je dis nous, mais c'est. Oui, nous on décide de rien, quoi. Ouais. On subit plutôt. Mais bon, c'est surtout qu'en fait l'Europe a sacrifié ses capacités énergétiques du fait d'acheter du pétrole et du gaz russe moins cher pour acheter du gaz et du pétrole américain pour aujourd'hui être mis totalement sur la touche des négociations, prendre en plus une position à rebours de celle qui est aujourd'hui prise par les États-Unis de réentente avec la Russie et de réconciliation avec Poutine pour enfin mettre fin à cette guerre en Ukraine. Donc déjà c'est extrêmement négatif pour juste l'aspect souveraineté, l'aspect respectabilité et juste l'aspect politique de la place de l'Europe. Je pense que ça sera plutôt négatif en plus pour l'économie européenne parce que le problème c'est que là à un moment donné soit les Européens ils vont
complètement changer de pied, mais bon, ça sera incohérent parce qu'ils sont allés très loin dans, entre guillemets, l'anti-Russie, de se dire, bon, ben finalement, on se remet à la table, on oublie tout et on rachète à nouveau du pétrole et du gaz russe, sachant que Nord Stream est toujours HS et a toujours pas été réparé. C'est vrai. Donc ça va être en plus compliqué de racheter du gaz. Et de l'autre côté, par contre, ça sera positif, et notamment pour les cryptos dont on parlait juste avant, c'est que si enfin il y a un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine, on a un des risques de dérèglement géopolitique majeur qui tombe. C'est-à-dire que, grosso modo, même si l'Ukraine et la Russie, ça n'empêchait pas les marchés boursiers et les cryptos de progresser, ça restait un risque, un peu comme la situation au Moyen-Orient. Si on supprime ce risque, c'est très positif, sachant que ça veut dire peut-être un retour d'un peu plus d'échanges économiques à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est des choses qui viennent faire des pressions positifs, notamment sur un peu tous les marchés spéculatifs, parce que le risque à l'échelle de la planète baisse. Donc si le risque baisse, ça encourage les investisseurs, ceux qui ont des liquidités, à retourner sur justement les classes d'actifs plus à risque, et notamment les cryptos. Donc en vrai, moi je suis ça de près, et alors là je fais une prédiction. Vous savez, les prédictions, c'est pas bon parce que du coup, Julien souvent, on se Irma, trompe. vas-y, Exactement. Julien Irma, Julien Voyante. Mais en vrai, si d'ici quelques semaines, on a enfin une annonce de paix avec un traité, je pense que ça peut être un petit peu la deuxième vague du bull run, ou en tout cas le vrai début du moment où on va avoir des cours qui vont faire un peu tout et n'importe quoi à la hausse sur le marché des cryptos et sur le marché des actions aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que nous, on est plus exposé crypto. Je pense que ça peut être cette news que le marché peut attendre pour vraiment repéter à la hausse, parce que là on stagne quand même depuis 3 mois. À suivre de près. Donc, et juste petit aparté, mais Zelensky, moi je l'ai pas compris aussi. Enfin, je sais pas si c'est l'objet du podcast, mais il s'envoie des pics avec Trump. Oh my god. Ouais, après c'est un peu normal, et le truc c'est qu'en réalité il s'envoyait des pics déjà depuis même avant la présidentielle. De toute façon, Zelensky, il est sur la sellette depuis que Biden a perdu l'élection, hein. Donc ouais, puis il faudrait nous dire un petit peu aussi où tout l'argent qui a été mis, où est-ce qu'il est passé. Au final, il n'arrive pas à justifier les dépenses pour la guerre en Ukraine. Après, l'Ukraine était un pays corrompu avant la guerre, l'est resté pendant la guerre, et le sera sans doute toujours après la guerre. Le problème principal de Zelensky, c'est que je comprends la position des deux. Tu vois, c'est que je comprends la position de Trump, Oui, qui a une certaine cohérence, et la position de Zelensky, si tu veux, il a poussé son pays tellement loin dans la guerre qu'à un moment donné, tu peux pas dire, bon, en fait, on a fait on arrête. on a fait 1 million de morts et blessés pour rien, et finalement, c'est bon, on leur lâche un tiers du pays, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça nous permet du coup de rebondir sur le thème de l'épisode de la semaine. Alors plus en lien plutôt avec ByteClick que la Pologne. Bybit, pardon, punaise. Non, BetClick, c'est les paris sportifs. Putain, c'est une honte, franchement. J'ai ma co-créatrice du podcast qui confond un site de paris sportifs avec un des plus gros exchanges de crypto au monde. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, vraiment? Bref, tout ça pour dire que c'est important de sécuriser son patrimoine, du coup. Et je pense que tout le monde le fait pas correctement. Et parce que c'est déjà quelque chose d'arriver à être riche, mais le rester et continuer à l'être, ça l'est encore plus. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Tout à fait. C'est peut-être un épisode qui servira moins, parce que forcément quand on est dans la construction d'un patrimoine, c'est peut-être pas le moment où on se dit attends, déjà aujourd'hui je suis riche, comment je fais pour le rester? Mais je trouve que c'est toujours des choses un peu intéressantes, parce que ça peut montrer comment les objectifs, les aspirations, la manière dont on prend des risques, c'est pas quelque chose de linéaire, et en fait on fait toujours la même chose tout au long de sa vie, mais ça va justement dépendre de à quel stade on en est, combien de risques on a déjà pris, combien est-ce qu'on a déjà gagné, combien est-ce qu'on a déjà de patrimoine, combien est-ce qu'on gagne aujourd'hui, et finalement, quand à un moment donné, peut-être qu'il y a certains auditeurs du podcast qui sont dans ce cas-là, et auquel cas je les félicite, mais quand on arrive à un certain niveau de patrimoine, il y a aussi la logique de s'en dire, bon, maintenant j'ai bien travaillé, il est hors de question que je retourne à zéro, donc comment je fais pour pas retourner à zéro? C'est-à-dire, certes, on a un certain patrimoine, on veut pas forcément s'en contenter, on veut continuer de le faire grossir, mais on n'est peut-être pas prêt à prendre les mêmes risques du début, ou en tout cas, on aura une gestion du risque qui sera plus importante. Parce qu'au final, on en revient toujours au truc de se dire, si votre patrimoine c'est 10 000 euros, si vous avez 50% en crypto, c'est normal entre guillemets, parce que vous avez un petit patrimoine, et mettre 5 000 euros en crypto si vous avez 10 000 euros de liquidité, moi ça me paraît pas déconnant. Maintenant, si vous me dites que vous avez 10 millions d'euros de patrimoine et que vous avez 5 millions en crypto, sauf si c'est vraiment votre activité principale et que vous êtes un expert là-dedans, je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus indiqué en termes de gestion de votre propre patrimoine personnel. Mais ça encore, on peut en discuter, rentrer dans le détail, ça va faire l'objet de cet épisode. Ouais. Déjà,
Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui étaient riches et qui finissent par perdre leur argent ou leur patrimoine, tu vois? Bah déjà Quelles sont les principales erreurs, tu vois? alors pour moi, il y a déjà une catégorie qu'on peut exclure, c'est un petit peu ceux qui sont devenus riches de la mauvaise des manières, par exemple ceux qui ont gagné au loto ou à des jeux d'argent, C'est vrai ceux que qui eux ont apparemment, hérité. eux apparemment, ils à chaque fois, il y a pas de ils dépensent, ils claquent tout en fait en Ah quelques ouais, mais il y années. a une stat. Alors putain, j'aurais plus le détail exact. Pas de fact-checking en plus. Ouais, je pense que c'était que les millionnaires du loto, il me semblait, je crois qu'en moins de 5 ans, il y en avait plus des 2 tiers Bah ouais. qui n'étaient plus millionnaires, justement. Bah d'ailleurs, quand tu leur poses un peu la question, tu sais, souvent en plus ils sont à visage caché et tout Oui. dans les interviews et tout. Et en fait, ils te disent qu'ils ont fait plaisir à tout le monde autour d'eux et Ouais. que en fait, effectivement, tu prends très vite goût déjà à dépenser ce que t'as gagné, tu vois. Mais tu sais, ça déjà, ça fait une super aparté parce que je trouve déjà que d'un point de vue de mindset, c'est un truc qui est extrêmement, moi personnellement, m'a toujours choqué. C'est que, en fait, quand t'es devenu riche parce que t'as travaillé, en général, t'es plutôt fier de le montrer. Ouais. Donc en général, bah, tu te montres à visage découvert. Enfin, il y a très peu de gens qui sont devenus riches qui veulent rester dans l'anonymat complet, ou en tout cas, auquel cas, ils vont pas se cacher, mais entre guillemets, ils vont pas forcément vouloir être sur la lumière des projecteurs. Et c'est vrai que chez les gagnants du loto, à chaque fois qu'ils passent dans des émissions, en fait, ils veulent passer pour raconter comment ils sont riches, mais ils veulent pas qu'on les reconnaisse. Et en fait, t'es là en mode, bah vraiment, Pourquoi tu penses pour la sécurité ou... non, je pense que c'est parce que dans leur mindset, en fait, pour eux, ils ne méritent pas d'être riches. Et en fait, Ah, tu penses c'est ça? ouais, pour moi, je c'est sais juste pas. une question de mindset. C'est-à-dire qu'en fait, dans leur tête, comme pour eux, ils sont pas devenus riches de la bonne des Oui, c'est un manières, accident de richesse en ce soi, qu'on ouais. peut penser ou pas. C'est vrai que moi, par exemple, je le pense que quand tu deviens millionnaire du loto, bah, c'est pas la meilleure manière de devenir millionnaire, mais à un moment donné, il y a surtout le résultat. Si t'es millionnaire, bah, bravo à toi. Bah, C'est quand même le résultat qui compte un peu plus que process. le process, mais néanmoins, pour en revenir justement à cette histoire de mindset, c'est pour ça que je pense qu'ils veulent se cacher, parce que pour eux, entre guillemets, ils pensent au fond d'eux qu'ils ne le méritaient pas, parce qu'ils n'ont pas travaillé, et forcément dans leurs actes, ils vont avoir un petit peu une logique autodestructrice, tu vois, sans forcément le vouloir. Et C'est c'est inconscient. aussi pour ça qu'il y en a une bonne partie qui va reperdre tout, parce qu'entre guillemets, comme ils n'ont pas construit quelque chose, ils ont simplement gagné d'un seul coup, eh ben, ils risquent tout simplement de revenir à la case départ parce que finalement, ils n'auront eu aucun enseignement ou très peu du fait d'avoir été riches, voire forcément ils n'auront pas non plus appris la gestion de leur argent, la gestion du patrimoine, la Bah oui, gestion de ne parce pas que dépenser. Par exemple, juste je termine sur ça avant de te laisser la parole, ils étaient passés sur Légende, je crois, il y a un couple c'est là peut-être une des dernières émissions que j'avais vues avec un couple de millionnaires, ils avaient gagné, je crois, quelque chose comme 4 millions d'euros. Et en fait, quand le mec il disait le nombre de voitures de sport qu'il s'était acheté, c'était beaucoup trop pour un patrimoine de 4 millions d'euros. Genre le mec il s'était acheté, je pense, une 8 ou 9 supercars, enfin que des voitures à plus de 200, 300, 400 000 euros. Et en fait, moi, quand j'avais fait le calcul dans ma tête, je m'étais dit, ok, en fait, il a la moitié de sa fortune aujourd'hui qui est en voiture de sport. Sauf qu'en fait, bah, il fait pas ça pour une activité pro ou pour faire de la spéculation. Il fait juste ça pour les utiliser et entre guillemets après les revendre. Donc en fait, il avait fait ça seulement, je pense, en 2 ou 3 ans. Et tu pouvais légitimement penser qu'en réalité, au bout de maximum 5 ans, il serait plus millionnaire et que en fait, il aurait vraiment dépensé tout son argent dans ses voitures et ses trucs inutiles. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils avaient gagné 4 millions d'euros, ils avaient un lifestyle au-dessus de ce qu'ils avaient en patrimoine, tu vois. Et ça, je trouvais ça extrêmement, extrêmement incroyable. je pense qu'il y a le truc aussi, c'est que quand tu as des accidents comme ça de richesse, c'est que tu sautes de classe sociale directement. Tu vois, déjà, tout le monde ne joue pas au loto. Genre, enfin, je veux dire, c'est un peu comme faire du pari sportif, tu vois, c'est dépenser de l'argent en espérant peut-être qu'un jour Oui, ça nous revienne. Et en fait, bah rien que ça, déjà, ça te met pas dans les meilleures conditions d'éducation financière pour après le dépenser correctement, tu vois. c'est vrai que t'as raison là-dessus parce qu'au final, ils font une mauvaise dépense Bah qui oui, va leur voilà, amener une rentrée. c'est C'est-à-dire ça. qu'effectivement, quand on donne des conseils de bonne gestion de finances personnelles, il y a souvent le truc de éviter ce type de dépenses, les paris sportifs, les jeux d'argent, etc. Parce que enfin, statistiquement, déjà, tu peux pas te baser là-dessus parce que ton taux de victoire possible, il est extrêmement bas. Et en plus, d'un point de vue, encore une fois, si on en revient sur la psychologie, c'est mauvais de se dire je vais dépenser de l'argent dans des paris en espérant que ça me revienne en richesse, alors qu'il vaut mieux l'investir et travailler tout simplement, que ce soit de ses mains, que ce soit de son cerveau, que ce soit de ses investissements, pour arriver à gagner de l'argent. Ouais. Donc du coup, je pense que la première raison pour laquelle il y a des gens comme ça qui perdent
tout ce qu'ils ont gagné, c'est qu'ils éclatent tout ce qu'ils ont, tout le cash flow, en fait, non? Bah, non, pour moi, c'était surtout que eux, pour moi, c'était une petite aparté, mais je trouve intéressante. C'était surtout que eux, entre guillemets, ils l'avaient pas gagné via le biais du travail. Donc, Ah oui, c'était ouais. compliqué pour eux de Ouais. passer à l'étape, on va travailler pour le garder. Après, il y a des exceptions, hein. Je suis sûr Non, qu'il y a mais des je suis sûre gagnants qu'il du y en a plein loto qui ont été smart et ouais, voilà, ils ont tout il y a dû y replacé. avoir des gagnants du loto qui se sont découverts une carrière d'investisseur et qui derrière ont peut-être fait x2, x3 ou x10, tu vois. Je suis désolée, dernière aparté, mais moi, une fois, j'avais vu un interview d'un mec, effectivement, il était à visage couvert pour pas qu'on le reconnaisse, et tu sais pourquoi il voulait pas se montrer? Non. C'est parce qu'il voulait pas que ses proches sachent qui était. Oui, après, tu vois, ça, c'est toujours les trucs. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, Mais c'est vrai que c'est marrant. C'est marrant. ouais. Il y avait aussi une fois un couple qui avait caché à leurs enfants parce qu'ils voulaient que leurs enfants fassent des études. Je sais pas Ah, si tu te c'est souviens. fou, ça. Enfin Non, bon, ça, il y a toujours vraiment. des histoires comme ça. Tu sais même pas si c'est vrai au fond. Ouais. Donc, ouais, la notion de travail, du coup, qui a pas permis de processiser Oui. tout le truc. Après, par exemple, si on revient maintenant sur, entre guillemets, les riches qui nous intéressent un peu plus, bah, ceux qui ont investi, ceux qui ont fait des business, etc. La première catégorie qui risque de ne plus être riche ou de se retrouver dans des difficultés financières assez fortes, c'est ceux qui vont avoir une mauvaise gestion de leur cash flow. Donc tout simplement du cash Ouais, qui rentre. qui le mange. On en revient au fait que dès que tu lances une entreprise, dès que tu investis, un de tes paramètres les plus importants, c'est ta trésorerie. C'est ça qu'on appelle vraiment le cash flow, c'est combien tu rentres par rapport à combien tu dépenses. Et des fois, tu peux te mettre dans des cas où finalement, tu seras pas suffisamment sécurisé, tu vas manquer de trésorerie et à un moment donné, tu vas finir par être à court. Et en fait, quand par exemple, on dit qu'une boîte fait faillite, ça veut pas forcément dire que son patrimoine net est inférieur que son patrimoine net est négatif, pardon. C'est souvent simplement la notion de faillite, c'est l'impossibilité avec la trésorerie actuelle de faire face aux passifs exigibles. Donc en fait aux dettes que tu dois rembourser à l'instant T. Et ça malheureusement ça arrive. Mais moi franchement sur ma carrière de 7 ans là en cabinet comptable. Ta belle carrière de comptabilité. Je te jure. En fait ouais clairement j'ai plus vu des entreprises où leur vrai souci c'était la gestion de trésor plutôt que celles qui en avaient pas, tu vois, qui avaient une bonne gestion de trésor. Par exemple, j'avais un franchisé, quelqu'un qui a créé une franchise en réparation de téléphone, et franchement, il faisait en chiffre d'affaires, c'était abusé par mois, mais en fait, aucune trésor. Parce qu'en fait, il bouffait toute sa trésor. Par an, pardon, il distribuait tous les résultats, alors qu'en fait, il avait pas eu le temps de se reconstituer le BFR, tu vois. Enfin, c'était affreux, et du coup, je sais plus, maintenant j'y travaille pas, mais à mon avis, d'ici pas trop longtemps, comme la première boîte qu'il avait montée, il finira en cessation parce que donc les banques lui coupaient les financements au fur et à mesure. ouais. Ça, c'est intéressant parce qu'au final, c'est en plus un exemple où, entre guillemets, il avait un beau patrimoine, il avait une boîte qui tournait, mais finalement, il mange tellement le cash pour vivre, pour, entre guillemets, l'utiliser pour lui, que il finit par assécher sa boîte et donc potentiellement mettre en péril tout son patrimoine. Donc on en revient à la première règle en termes de gestion de revenus, et y compris elle va s'appliquer quand vous êtes riche, quand vous avez des gros revenus ou un gros patrimoine, c'est il faut dépenser moins qu'on gagne. C'est ça. Donc ouais. Il y a peut-être, tu vois, un cas particulier qui peut se faire, mais bon, là pour moi c'est pas de la mauvaise gestion, c'est vraiment du calcul. J'avais déjà écouté des podcasts avec des investisseurs qui voyaient les choses de cette manière-là. Je trouvais la chose assez intéressante. On en avait une fois parlé dans l'épisode où on parlait de la génération FIRE et ceux qui voulaient vraiment quitter leur taf le plus vite possible. Et tu sais, le fait de vendre des investissements au fur et à mesure des années quand tu vas tomber à court de cash. Ça c'est intéressant aussi parce que tu vois, là pour le coup, tu te retrouves face à quelqu'un qui dépense plus qu'il ne gagne, c'est-à-dire que son cash flow est inférieur à sa dépense. Il mange son capital. Mais il mange son capital. Sauf que ça, par contre, dans son cas, c'est calculé. Donc en fait, on n'est pas dans une situation de faillite, on est dans une situation d'anticipation où tu sais que par exemple dans 12 mois, tu seras à court de liquidité et tu décides dès maintenant de mettre en vente un bien en te disant que ça va te permettre de récupérer, je sais pas moi, peut-être 50, 100 000 euros de cash, et que ces 50 ou 100 000 euros de cash vont pouvoir prolonger ton cash disponible de peut-être 5, 6, 7 ans, tu vois. Donc ça, pour le coup, c'est un exemple où même dans des cas où tu peux te retrouver en cash flow négatif, et quand je parle de cash flow, on parle pas que du cash flow de l'investissement, on parle vraiment de votre cash que vous avez à la fin du mois, de combien génèrent vos patrimoines et vos revenus, même si tu es négatif par rapport à tes dépenses, en prévoyant au fur et à mesure de vendre des actifs, potentiellement qu'il y aurait des plus-values ou qu'il y aurait du capital amorti, potentiellement vous pouvez vous retrouver dans une situation où en tout cas, à un moment donné, vous finissez pas à zéro, vous finissez pas en situation de faillite, à avoir des dettes que vous ne pouvez pas payer. C'est clair.
Il y a aussi le cas, je pense, deuxième cas où Ça, on le dit tout le temps, de toute façon. oui, on le dit souvent, mais bon, je pense que ça mange pas de pain d'en reparler. C'est la mauvaise diversification des investissements, pardon. Ouais, mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, on en revient là à la vieille, à la vieille, au vieux proverbe là-dessus. Mais le fait qu'à un moment donné vous ayez un gros patrimoine et vous soyez peu diversifié, c'est un risque majeur parce que il y a eu plein de cas. Par exemple, je pense que je sais pas moi, si vous étiez millionnaire, donc en équivalent dollar, hein, si vous étiez millionnaire mais uniquement investi par exemple en bons du trésor libanais, ben je pense que là actuellement vous êtes mal et vous êtes redevenu pauvre parce que la monnaie libanaise s'est effondrée il y a quelques années, etc. C'est déprécié. Donc c'est des exemples que je donne. Ça peut être aussi le cas par exemple en lire turc, pardon, en Turquie. Ils ont la lire turque qui a dégringolé ces 10 dernières années. Si vous étiez millionnaire en équivalent dollar en lire turque il y a 10 ans et que vous êtes resté en lire turque, ben aujourd'hui vous êtes mal. Par contre, si vous êtes diversifié, si vous avez par exemple investi dans le marché action turc, si vous avez investi dans l'immobilier turc, si vous avez pris des positions dans d'autres devises que la lire turque, là pour le coup vous avez probablement votre patrimoine qui s'est apprécié. Donc on en revient aussi à une certaine logique, c'est qu'il faut se diversifier, donc diversifier en termes de classe d'actifs, de la bourse, de l'immobilier, des cryptos, du cash, peut-être des matières premières ou autres, une entreprise peut-être, et également en termes de zone géographique, de monnaie. Ça, c'est des problèmes qu'on n'a pas forcément quand on commence, tu vois, c'est souvent des questions, nous on a pas mal d'amis autour de nous qui à un moment donné, quand ils s'intéressent un petit peu à la sphère financière, moi une question qu'on me demande souvent c'est est-ce que tu penses que je dois placer une partie de mon cash en dollars? Bah si t'as 10 millions, oui, ça peut valoir le coup de mettre une partie en dollars. Franchement, si ton épargne disponible c'est 50 000 balles, franchement garde-les en euros. Il y a pas, pour moi, les questions à se poser de tu commences à ouvrir des comptes en dollars, etc. pour te réexposer à d'autres devises, c'est des questions qui sont intéressantes et qui nécessitent de prendre des actions uniquement quand tu vas avoir un certain niveau de patrimoine et de cash disponible. En dessous, si tu as quelques dizaines de milliers d'euros de patrimoine, ça vaut pas le coup. En fait, ça va juste te coûter des frais parce qu'en fait, ouvrir un compte en dollars, c'est des frais, ou aller investir, etc. sur d'autres marchés, ça c'est pas aussi facile que ça. Alors oui, tu peux juste acheter des actions américaines, ça peut être déjà une début de solution, mais si tu veux aller plus loin, peut-être même acheter l'immobilier aux États-Unis ou dans un autre pays, etc. C'est plus compliqué que simplement acheter en France. Donc pour moi, quand tu es dans la construction de ton patrimoine, tu restes sur le marché français, tu restes sur l'euro, même si c'est pas effectivement, il peut y avoir des problèmes dans la zone euro, il peut y avoir peut-être une fin de l'euro dans 5-10 ans, on sait pas. Pour l'instant, c'est pas, quand tu es dans la construction de ce patrimoine, c'est pas forcément le moment de te poser ce type de questions, ça va surtout te faire partir dans des mauvaises directions, ça va compliquer la gestion de tes affaires personnelles et ça va te demander des ressources que tu ferais mieux de consacrer à la construction de ton patrimoine. Par contre, maintenant, tu as un patrimoine net de 5-10 millions d'euros. Ouais, là, ça se regarde. Est-ce qu'au moins acheter un bien aux États-Unis? Est-ce qu'au moins avoir un compte en dollars? Avoir un compte en Suisse, en francs suisses? Tu vois, c'est des choses qui se regardent. Et malheureusement, comme je le disais juste avant, des gens qui étaient très peu diversifiés ont peut-être beaucoup perdu. On peut repenser peut-être à des investisseurs en crypto qui avaient investi dans FTX ou qui avaient également investi dans Terra Luna à l'époque avec l'UST. Donc aujourd'hui, malheureusement, s'ils avaient des UST qui sont tombés à zéro, s'ils avaient leur compte en Ethereum et en Bitcoin qui était chez FTX, ils ont quasiment tout perdu. D'ailleurs, moi c'est un peu la vision que j'ai l'impression que de toute manière des boîtes ou des patrimoines qui vraiment dépassent les millions, à chaque fois de toute manière ils sont obligés d'être dans plusieurs pays. Tu vois, par exemple, j'ai un copain qui travaille en Suisse et ça, je crois que la boîte dans laquelle il travaille, en fait, il a déjà, il y a une société par pays, tu sais, qui sont intéressants fiscalement. En fait, c'est bien parce qu'au moins tu répartis tes œufs ailleurs et s'il y en a un qui est pris, bon, bah, il reste tous les autres, tu vois. Je pense qu'effectivement, ça se regarde et surtout, bah, faut se faire conseiller, en fait. Je pense que là, faut... Ah oui. Bah, au niveau de la fiscalité, faut... Voilà, c'est ça. Mais c'est bien parce que ça me fait la transition sur le troisième piège. Tu vois, on pense à tout, le plan est travaillé. Effectivement, le troisième piège qui peut à un moment donné mettre à mal votre patrimoine et vous faire un peu retomber à la case zéro, ça peut être la fiscalité. Une fiscalité mal calculée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver avec une erreur sur vos impôts et trop d'impôts à payer d'un coup. Ça peut être, tu vois, moi par exemple, j'ai vu des boîtes qui avaient des problèmes avec l'URSSAF, qui n'avaient jamais eu d'appel de cotisation URSSAF, et à un moment donné, l'URSSAF leur rappelle 200 ou 300 000 euros d'un coup. Et c'est vrai que si vous l'avez pas anticipé, si vous n'avez pas mis l'argent de côté, ben malheureusement, vous n'êtes pas capable de sortir 200, 300 000 euros d'URSSAF d'un coup. Ça peut être aussi le fait que si vous calculiez votre patrimoine
net avant impôt. Vous n'avez pas encore payé vos plus-values. À un moment donné, si vous payez vos plus-values, vous pouvez laisser un bon bout dans la fiscalité française. Et ça peut être un problème parce que vous pouvez rapidement vous retrouver finalement avec un cash flow ou un patrimoine sacrément amputé des impôts que vous aurez dû payer, et ça peut faire une différence où à la fin vous vous dites finalement j'ai gagné moins que ce que je pensais, je suis plus vraiment riche ou j'ai pas assez travaillé, quoi. Et tous ces boomers là qui ont investi dans l'IMO quand ils étaient plus jeunes, et en fait ils se retrouvent avec une fiscalité à l'impôt sur le revenu qui est complètement excessive par rapport à l'impôt sur les sociétés. Et eux typiquement en fait ils se rendent pas compte parce que du coup si, je pense qu'ils s'en rendent compte, mais bon, ils vivent grassement, donc ça leur importe peu. Mais ils payent une quantité d'impôts qui est affolante par an. Tout ça parce que c'est mal optimisé, et effectivement sur leur rente qu'ils touchent depuis des années, ils en laissent vraiment une grosse partie, quoi. Entre impôt foncier et impôt sur le revenu. Ça, c'est un bon exemple. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast. Il y a beaucoup de choses dont on a déjà parlé dans nos épisodes. Mais ça, c'est vrai que tu rebondis bien dessus. Et moi, je l'ai vu, c'est que finalement, les contribuables français qui sont les plus fiscalisés, c'est souvent les personnes justement un peu plus âgées, qui n'ont plus leur entreprise ou qui sont à la retraite, qui ont, entre guillemets, subi toutes les augmentations d'impôts sur eux, qui sont jamais, on va dire, remis en question sur cet aspect-là de leur patrimoine. C'est vrai que moi, j'avais énormément de clients en banque privée qui avaient des patrimoines autour de 5 millions d'euros, ce qui est un très gros patrimoine. Je pense que n'importe quel auditeur du podcast aimerait bien avoir un patrimoine de ce niveau-là. Mais du coup, ils avaient un lifestyle qui était complètement décorrélé de ce qu'on peut imaginer d'un patrimoine à 5 millions. Alors, il y a plusieurs raisons qui viennent de là. Il y a déjà le fait que ils sont plus âgés, ils ont peut-être pas forcément un train de vie qui est très élevé parce qu'ils ont vécu toute leur vie différemment. Exactement. Ils ont des retraites mais grasses, tu vois. Et en fait, c'est surtout que des fois leur patrimoine il vient surtout d'une augmentation de leur immobilier qu'ils n'ont pas forcément fait tourner, parce que des fois j'avais beaucoup de clients qui avaient des maisons qu'ils avaient dans la famille depuis 30 ou 40 ans, et en réalité certes sur le papier ils ont un gros patrimoine, ils peuvent avoir beaucoup de revenus via leur immobilier, via leurs investissements, mais comme c'est pas très bien optimisé d'un point de vue fiscal, ils se prennent coup de massue sur coup de massue chaque année, et à la fin des fins, ce qui leur reste dans la poche pour un patrimoine de 5 millions, c'est pas si impressionnant. C'est-à-dire que des fois vous pouvez avoir des gens qui ont un patrimoine 10 fois plus petit, mais qui vont avoir des revenus beaucoup plus importants en net fiscal disponible. C'est là aussi où je pense que ce truc-là, c'est particulièrement valable en France, parce que nous, du coup, on le voit par rapport aux politiques fiscales qui sont adoptées. Je suis pas sûre que ça s'applique tant que ça dans les autres pays, tu vois. Parce que déjà, nous, on a toute la notion de abus de biens sociaux, etc. Alors que dans les autres pays, en fait, l'argent que tu reçois sur tes comptes, tu peux l'utiliser. Nous, en France, c'est pas comme ça, en fait. On n'a pas le droit de tirer le cash à volonté, on doit respecter les comptes courants, etc. Et du coup, effectivement, c'est un risque un peu plus français, je dirais, d'évaluer sa fiscalité. Je pense quand même que ça sera un risque qui sera vrai dans la plupart des pays occidentaux, pour être franc, même si je sais pas, les États-Unis, ils ont pas l'air de là-dessus, tu vois. Si, tu vois, pour moi, les États-Unis, c'est un pays où il y a quand même un certain risque dessus, tu vois, c'est un pays où il y a quand même des contrôles fiscaux, t'as des redressements, t'as quand même un pays où t'as une certaine complexité de la fiscalité. Elle est juste moins élevée que chez nous, mais ça n'enlève pas le risque. Je sais pas, j'ai l'impression que eux, c'est vraiment un raisonnement différent. Eux, par exemple, t'as pas le droit de dépenser si t'as pas fait du chiffre en face. Tu vois, en fait, tu dois prouver que la dépense, elle est justifiée par un chiffre d'affaires généré. Genre, tu peux pas faire des investissements comme ça sans avoir du chiffre d'affaires en face. Oui, on est d'accord, d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que là-bas aussi, t'as des taux d'imposition, t'as un impôt fédéral, t'as un impôt de l'État dans lequel tu vis, t'as un impôt de ta ville. Ouais, mais ça additionné, si à la fin des fins, on en revient au problème français, et je pense que ça doit quand même exister aux États-Unis, si à un moment donné, ils t'ont pas appelé tes impôts, par exemple, et qu'au bout de 3 ans, ils te rappellent tout d'un coup, tu peux te retrouver avec plusieurs centaines de milliers de dollars à devoir. Tu vois. Donc pour moi, c'est un risque qui est vrai dans tous les pays développés. C'est juste qu'en France, on t'en prend un bout qui est encore plus gros qu'ailleurs. C'est clair. Du coup, comment fait-on pour déjà protéger ce petit patrimoine-là qu'on a durement gagné, et surtout continuer à le faire croître, parce que nous, par exemple, c'est un peu c'est pas un plafond sur lequel on est, mais nous, par exemple, on a vraiment investi beaucoup d'argent. On a un patrimoine qui est quand même important. Et là, en fait, on n'est plus dans des conditions qui nous permettaient de le gagner de la même manière qu'avant. Du coup, comment est-ce qu'on continue pour replacer toujours cet argent qui est généré tous les mois grâce aux investissements? Alors déjà, pour moi, le premier pilier qui est le plus important, c'est la diversification.
de son patrimoine. Ça, c'est vraiment la base. Alors, ça peut paraître bête parce que vous l'entendez partout, etc. Mais par exemple, pour vous donner un peu plus l'exemple sur nous, comment on a fait, c'est-à-dire que je vous ai toujours dit que nous, on avait avancé sur plusieurs jambes. On avait eu la grosse jambe crypto, la grosse jambe immobilier, pardon, en premier. Ensuite, la jambe crypto, puis également la jambe tout simplement bourse qu'on avait également utilisée. Et chacune de ces jambes avait avancé un peu grâce aux plus-values qu'il y en avait une qui avait été faite dans les autres et qui avait été réinvestie. Et également, il y avait le truc de se dire que bon, ben voilà, on voulait atteindre un certain niveau et ce niveau-là, on l'atteignait soit au bout d'un certain nombre d'années par l'immobilier, par les plus-values latentes, par l'amortissement du capital, soit on pouvait l'atteindre par la bourse et la crypto si on faisait des très bonnes plus-values à court terme de manière un peu plus rapide. Ça, c'était vrai, mais ça nous permettait aussi d'avoir une certaine sécurité, de se dire ok, on a plusieurs classes d'actifs qui tournent, donc en réalité, si on a une qui se passe un peu moins bien, on peut compenser par une autre. Même s'il y a toujours le pire des scénarios où tout se passe mal, mais bon, la réalité c'est que ça n'arrive jamais. voilà, ça n'arrive jamais. Donc au final, le fait de se diversifier, c'était à la fois un moyen de progresser plus vite sur notre patrimoine et aujourd'hui de se protéger un petit peu, de se dire ok voilà, si jamais on a un gros problème d'un côté de nos actifs, on aura les autres pour avancer. Également dans l'immobilier, ça passe aussi à avoir plusieurs biens, parce qu'au final dans l'immobilier, t'as jamais un aussi gros risque d'avoir des impayés que quand t'as un seul bien, Ouais, parce c'est qu'entre clair. guillemets, si c'est entre guillemets, tu gagnes plus €1 d'immobilier. De loyer en tout cas. Alors que quand on a plein, bah forcément ça s'équilibre un petit Les peu. autres payent celui qui manque en fait. Exactement. Ça pour le coup, ça peut nous arriver. Il y a également avoir des liquidités. Avoir au moins Ça, on l'a. 6 Ça, mois, 12 mois c'est vrai d'avance. qu'on l'a jamais trop répété parce qu'on l'avait dit pas mal au début du podcast il y a. C'était quoi, il y a 2 ans du coup, on faisait des épisodes sur comment commencer, etc. Les bonnes habitudes. Mais effectivement, ayez plusieurs mois de De liquidité d'avance, tout ça. d'avance en fait. Et quand on dit plusieurs mois de liquidité, ça peut être plusieurs mois de combien il vous faut pour vivre, ça peut être plusieurs mois De salaire. des charges que vous avez, plusieurs mois de salaire. Ça va dépendre, c'est un peu à vous. Il y a pas vraiment de règle universelle, c'est du cas par cas parce que ça dépend de votre situation. Mais c'est vrai que dans tous les cas, il faut avoir une réserve de cash. C'est ce qui vous permet de faire face quand il y a un gros pépin. Et surtout, si jamais à un moment donné vous traversez un peu une période du désert où vous avez plus de dépenses que d'entrées, ça peut permettre de vous faire les liquidités, de vous permettre de payer les dettes. Il y a aussi un certain équilibre à avoir entre ce qui est risqué et ce qui est sécurisé. Et là, on va revenir un peu à la logique de se dire, ok, on peut pas non plus être full risque tout le temps sur tout son patrimoine. Il y a un moment donné, il faut quand même avoir certains actifs qui sont un peu plus défensifs et certains qui vont être un peu plus dynamiques. Un exemple tout bête, Ouais. mais la poche que vous allez avoir de cash, c'est plutôt du défensif. Vous avez en principe aucun risque dessus. Vous pouvez à l'inverse avoir des cryptos. Il y a aussi qu'est-ce que vous faites en crypto. Est-ce que vous mettez tout sur des mêmes coins qui sont super risqués et où c'est pas du casino, mais en tout cas ça s'y rapproche de manière assez forte, ou est-ce que vous restez du Bitcoin tout simplement, où le Bitcoin, bon, il sera pas divisé par 10, vous allez peut-être perdre 50, 70% maximum, vraiment au point le plus bas, mais il y a quand même, aujourd'hui, ça reste quand même une certaine réserve de valeur. Il y a qu'est-ce que vous faites également pour l'immobilier. Est-ce que vous êtes vraiment sur de l'immobilier de patrimoine très bien placé, qui est peu risqué, qui potentiellement peut baisser en cas de crise, ou en tout cas, vous pouvez avoir moins de problèmes dessus, ou est-ce que vous allez sur des investissements qui sont plus risqués. Ça, c'est, tu vois, quelque chose dont on n'a jamais parlé dans le podcast. Et des fois, ça m'arrive avec certains de nos élèves, ils m'envoient des biens qui sont des fois à des prix complètement cassés dans des grandes villes. Les biens, on est à 700 € du mètre carré. C'est dans la ZUP, non? Exactement, mais c'est de l'immobilier, mais c'est de c'est de l'immobilier très l'immobilier. risqué. Donc effectivement, tu peux faire du 15-20% en achetant des T3 ou des T2 dans des quartiers très populaires où il y a du trafic de drogue, etc. Mais est-ce que tu veux vraiment prendre ce risque-là pour ton patrimoine, de te retrouver avec du trafic de drogue dans ton appart, de pas pouvoir retourner sur place ton loyer parce que sur place tu risques de te faire agresser ou racketter à chaque fois que tu y vas? C'est des sujets, mais là encore une fois, on en revient dans une logique de ok, quel risque je suis prêt à prendre pour gagner le maximum, ou à l'inverse, est-ce que je préfère rester défensif et prendre moins de risques? Tu vois, des fois on rencontre des investisseurs immobiliers. Moi, c'est une stratégie qui me plaît moins. C'est des tempéraments après. Exactement. Aussi. Mais de faire moins de cash flow, d'avoir des taux de rendement moins élevés. On rencontre des fois des investisseurs qui ont cette démarche-là et cette logique-là d'investissement. J'ai rien contre le fait de faire ça, mais c'est vrai que moi, c'est pas ma stratégie. J'ai préféré prendre un peu plus de risques dans l'immobilier. On a eu des problèmes, ça vous le savez si vous écoutez ce podcast depuis longtemps. Mais voilà, c'est aussi une manière qu'on a eu d'arriver à grossir. Peut-être que maintenant qu'on a plus d'immobilier, à terme, on prendra peut-être un petit peu moins de risques, ou en tout cas, on se l'est déjà dit aujourd'hui, on veut faire des trucs moins compliqués parce qu'en fait, on en a marre des projets qui sont à rallonge et qui prennent trop de temps dans l'immobilier. On ira vers des choses plus simples, donc potentiellement moins On risquées. maîtrise surtout.
Il y a le truc d'optimiser un peu sa fiscalité et son statut juridique. Et là, je pense que vraiment, c'est pas genre juste je vois un conseil sur Internet et j'essaye de me l'appliquer. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut vraiment prendre conseil, tu vois. Ouais, complètement. Je suis assez d'accord là-dessus. Désolé, je viens de me verser un petit verre Oui. d'eau, mais j'ai un peu soif. Et du coup, c'est des questions à se poser. Je dirais même que c'est des Il faut questions pour maintenir un patrimoine et pour se le constituer, surtout en France. C'est que on revient sur la problématique juridique et fiscale un peu plus haut. Il faut que vous mettiez des structures adaptées, SCI, holding, vous fassiez via des comptes titres. Individualisé surtout. Enfin, Également. là, on le voit par rapport aux élèves qu'on a en coaching. Il n'y a pas un conseil qui est... Alors, il y a des conseils qui vont à plusieurs, mais en soi, ils ont tous une situation complètement différente des uns des autres. Et au final, je suis même pas sûre que les stratégies... Alors, des fois, il y a une ressemblance, mais en fait, elles sont très, très adaptées. Et c'est ce qu'il faut. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut pas hésiter à mettre le prix dans un avocat fiscaliste. N'allez pas chez les experts comptables, c'est pas leur métier, la fiscalité. Non, mais vraiment, Tu tires sur ton ancienne profession? Je dis pas ça pour tirer dessus, c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, chacun son métier. Et franchement, les fiscalistes... déjà, je trouve qu'en tant qu'expert comptable, en fait, t'apprends vachement quand tu traînes avec eux plutôt que quand tu traînes entre experts comptables, tu vois. Et les fiscalistes, ils sont quand même bons dans ce qu'ils font généralement, et je pense que c'est vraiment bien d'avoir un conseil individualisé et surtout nécessaire de mettre au bout d'un moment un petit peu d'argent là-dedans pour être protégé par la suite, tu vois. Je suis assez d'accord là-dessus. D'ailleurs, nous, on va pas tarder à le faire, je pense, parce Oui. que même si, par exemple, on est très calé en comptabilité, fiscalité, Il y a certains sujets où dont on n'a pas forcément la qualification qu'on veut commencer à creuser, et même nous, on va prendre du conseil là-dessus. Si ce n'est des fois, parce que même si tu connais toutes les règles, avoir des fois un avis neutre sur ta situation, ça peut être utile. C'est-à-dire, des fois, ouais, même si effectivement tu connais les règles, etc., t'as des fois du mal à savoir, ok, est-ce que ce choix-là, d'un point de vue strictement neutre et objectif, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire ou pas? Et ça, des fois, rien que pour ça, prendre un conseil, ça peut être utile. Et j'ai l'impression que là, on le voit. Alors, je pense que ça s'applique à la fiscalité, mais sur le contentieux aussi, là, on le voit en ce moment parce qu'on est beaucoup avec les avocats. Il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique. Et par exemple, nous qui avons jamais, t'as jamais été avocat au final, même si t'as fait des études pour, en fait, il y a quand même un retour d'expérience qui se fait dans les tribunaux, les conseils, les contrôles fiscaux, etc., qui est bon à savoir. Et surtout, ça vous protège le jour où, pour ceux qui sont un peu joueurs, parce que ça arrive, t'as des avocats qui sont joueurs, etc., ça vous protège le jour où il y a un contrôle fiscal et que, vous avez été conseillé par un avocat que vous avez vous avez payé, etc., ça vous protège le jour où il y a contrôle fiscal. Tout à fait. Je dis ça, mais vraiment, je le pense vraiment. Après, bon, c'est pas automatique non plus, mais c'est vrai que non, le fait d'avoir ça aide, eu, en fait, oui, ça aide. vous avez en tout cas quelqu'un vers qui vous il y a retournez, et ça vous fait déjà un début de défense. Il y a également, surtout, ce qui va être important, c'est avoir une stratégie. Donc, le fait, en fait, d'avoir atteint un certain niveau de patrimoine, c'est pas uniquement la seule solution en mode, bon, ben maintenant, ça reste comme ça, et entre guillemets, je peux me la couler douce, aller au soleil. Faut garder une stratégie. Peut-être que la stratégie, encore une fois, ça on en parlait en début d'épisode, elle est plus la même. Vous aviez une stratégie pour construire votre patrimoine. Maintenant, vous l'avez. Qu'est-ce que vous faites? Il faut avoir une stratégie pour le garder, continuer à le faire fructifier, et surtout le plus important, c'est un peu ce qu'on disait sur les patrimoines qui vont se mettre en risque, c'est garder du cash flow et bien avoir une ligne là-dessus sur qu'est-ce qui va vous faire vivre, qu'est-ce qui va vous permettre de payer les dépenses, et de garder toujours ce mantra de il faut dépenser moins que ce qu'on gagne. Ouais, et nous on peut peut-être donner un peu notre stratégie. Nous déjà pendant 5 ans, on n'a absolument tiré aucun argent de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a mis nos économies dedans, mais tout ce qui a été généré par la suite, on n'y a pas touché. On a fait l'effort de vivre sur les salaires de nos CDI. Et même par exemple encore aujourd'hui, on essaye un maximum de pas toucher à nos comptes courants et pour ceux qui le savent, on touche le chômage actuellement pour avoir arrêté nos activités. Et du coup, ça nous permet de pas toucher à cette trésor-là. Tu vois, ça c'est une stratégie. Oui, c'est une stratégie. On s'est mis d'accord et qu'on verra vraiment le jour où on a besoin, on tirera peut-être un petit peu sur nos sociétés. Exactement. C'est une stratégie, sachant qu'il y a également, typiquement en fonction de qu'est-ce que tu veux faire après, parce que peut-être que tu as constitué un patrimoine quand tu étais salarié, maintenant tu es à ton compte, ce qui est par exemple nous notre cas. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, de combien tu as besoin pour vivre, ça c'est important aussi de l'établir, de quand même garder un œil sur ses dépenses, de pas simplement se dire bon mais maintenant est-ce que je peux dépenser sans compter. En réalité, moi je pensais il y a quelques années encore que quand tu arrivais à certains niveaux de revenus, tu pouvais dépenser sans te poser la question. En réalité, ce niveau il est loin, il est très loin. Je pense qu'il faut être sur du 50, 100 000 par mois pour que tu puisses te dire ok, je peux dépenser, et encore en ayant un lifestyle qui reste
un peu normal, on va dire, et pas commencer à vivre comme un prince émirati, tu vois. Mais il y a un moment donné, il faut quand même garder un œil sur qu'est-ce qu'on dépense, qu'est-ce qu'on est prêt à dépenser, et je pense garder une certaine limite et une cohérence, parce que sinon on peut partir dans, enfin, même quand on est millionnaire, on n'est pas milliardaire, tu vois. Le step pour vraiment être en mode, j'ai beau dépenser ce que je veux tous les jours, j'arriverai jamais à tout dépenser. En réalité, c'est un peu le truc qu'ont les gagnants du loto, dont on parlait au début d'épisode, et ça, malheureusement, c'est beaucoup trop loin en termes de patrimoine pour que la plupart des gens qui se sont construits en partant de zéro puissent l'atteindre. Ouais, mais tu vois, il y a un truc aussi, c'est que tout ce process de travail, tu sais, de construire un patrimoine, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça t'apprend aussi, je suis pas sûre qu'en fait, quelqu'un qui construise un gros patrimoine, il arrive à claquer après, enfin, à vivre comme un prince, en fait. Tu vois, genre, t'as une espèce d'intelligence financière qui vient où tu te dis, non, mais attends, je vais pas tout gâcher, et vivre comme un émirat, et tu vois. Je suis d'accord, mais par contre, tu peux avoir le problème inverse de te dire, ok, de penser que tu as atteint un patrimoine suffisant pour avoir un lifestyle trop tôt, tu vois. Ça, je pense que tu peux l'avoir, c'est-à-dire d'avoir atteint un certain step, de pas forcément revoir sa stratégie et de vouloir aller sur plus haut pour avoir enfin le lifestyle dont on veut, mais de vouloir l'avoir trop tôt et du coup commencer à manger le gâteau que t'as mis longtemps à faire, quoi. Après, il y a des manières intelligentes de le faire aussi, vos dépenses mixtes, passer sur les sociétés, enfin, tu vois, il y a plein de trucs qu'on donne. Oui, mais après, tu vois, je veux dire, on est sur plutôt une logique de stratégie plus que de, de savoir vraiment dans le détail comment tu fais. Mais t'as raison là-dessus, effectivement, en fonction de, on en revient un peu plus haut sur ce que tu disais. Voilà, en termes de juridique et fiscal, comment tu construis ton truc. Après, il y a aussi, surtout comment vous allez gérer les crises, parce que ça va y en avoir, malheureusement, le patrimoine, c'est jamais un long fleuve tranquille, y compris moi sur mes clients banque privée à l'époque, je l'avais vu que même sur ceux qui ont des gros patrimoines, il y a toujours un moment où il y a un problème. Ouais, ça arrive à peu importe, ça peut être une vraie crise, ça peut être ce qu'on appelle un élément exogène, c'est-à-dire que tout le monde est impacté et il y en a qui vont l'être plus ou moins que d'autres, un crash crypto, la fameuse crise des subprimes à l'époque, voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent venir à un moment donné faire tanguer un petit peu votre stratégie et votre patrimoine, ou ça peut être des crises qui viennent de l'intérieur de votre patrimoine. Vous avez un de vos lots qui a brûlé, l'assurance veut pas couvrir, vous avez un gros problème avec un locataire, etc. Ça peut être des choses qui à un moment donné vont faire temporairement un peu paniquer le navire. Faut savoir le gérer, c'est là aussi que votre poche de cash qu'on vous conseille d'avoir un peu plus haut va vous permettre de passer la vague. C'est ça. Et 2024, non, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'on a eu plein de choses qui étaient pas de notre fait. On a eu beaucoup de problèmes, hein, ça c'est sûr. Ouais, et des choses qui nous ont handicapés, c'est-à-dire un arrêté d'insalubrité, 8 mois de retard sur un chantier, enfin, c'est des choses où bon, c'est pas qu'on remet tout en question, mais c'est vrai que moralement c'est dur, mais le fait d'avoir été comment on dit tu sais, genre précautionneux, bah en fait bon, au final tout passe, tu vois, mais c'est vrai que c'est des grosses leçons de gestion du stress et de crise, parce qu'au final ça nous montre que même si on essaye de faire toujours les choses bien, bah des fois il y a des choses qu'on peut pas maîtriser en fait, tu vois. Complètement. Je suis assez Même d'accord si on y met toute l'énergie du monde. Non, mais il y a toujours, de toute façon, il y a toujours une part d'incertitude, il y a toujours une part d'éléments qui à un moment donné se passent sans que tu les aies, même si tu peux, par exemple, moi c'est un peu ma logique, je sais qu'en permanence je suis en train d'essayer d'un peu de chercher les problèmes possibles, c'est ma nature, je suis assez là-dessus, en train de me poser les questions, de me dire, ok, où est-ce qu'il y a un problème qui pourrait se déclencher? Tout le temps là, moi je vais pas me faire niquer. Exactement, et de pouvoir l'anticiper, et des fois ça marche, parce que heureusement il y a certains problèmes qui, même s'ils se sont passés, on les avait plus ou moins imaginés que ça pourrait se passer comme ça, donc on avait un début de solution, en tout cas on était moins secoué quand le problème se posait, mais c'est vrai que malheureusement il y aura toujours des trucs où vous allez les prendre sur le coin du museau. Ça nous est arrivé l'an dernier, il y avait des trucs qui sur le papier devaient rouler et au final ça a pas du tout roulé comme prévu, et en fait on a pris une sacrée claque là-dessus, quoi. Et je pense qu'il nous a permis de tenir aussi, c'est peut-être une petite aparté, mais c'est qu'en fait l'investissement, on a commencé pas forcément petit au début, et en fait petit bien, petit problème, genre la fuite d'eau au début ça nous paraissait être le bout du monde. Au final, quand on arrive sur des gros problèmes comme l'arrêté d'insalubrité, bah en fait il y a un peu plus de prendre du recul, tu vois, enfin je sais pas comment dire, relativiser, alors que par exemple l'arrêté d'insalubrité ça nous serait arrivé sur le premier bien, on aurait fait oh mon Dieu. Oui. Non, mais après, on aurait été découragé, etc. Tu vois. Je suis d'accord là-dessus, mais de toute façon, pour revenir vraiment sur l'épisode, quand de toute façon t'as un patrimoine et que t'as atteint un certain niveau, dans tous les cas, tu l'as déjà eu cette expérience. C'est à l'inverse de ton gagnant du loto qui, effectivement, lui, s'il commence à investir dans l'immobilier avec ses millions gagnés au loto, d'un coup il va prendre des giga claques parce que il aura pas commencé petit à petit à acheter un appart, en avoir un deuxième, en avoir un troisième, alors que c'est vrai que même si tu prends, comme tu dis,
t'arrives quand même mieux à tenir, mais il y a le fait que quoi qu'il arrive, les problèmes se poseront et les problèmes pourront potentiellement être plus gros du fait que t'as un plus gros patrimoine. On espère que cet épisode vous a plu. Julien, t'as quelque chose à dire? Je vois sa tête. Non, c'est bon, tout. ok. On est allé au bout. On espère que cet épisode vous aura aidé, que ça vous aura donné des pistes de réflexion pour sécuriser tout ça et on espère que ça vous aura plu. Ouais, On tout se à dit à fait. la semaine prochaine. Merci à vous, à bientôt. Ciao. Ciao.